Rémi Lecrenier a été reconnu coupable sur toute la ligne. Coupable des 4 meurtres et également de 2 viols. L'avocat général a réclamé la prison à perpétuité. Au début des années 2000, celui que les médias surnomment le tueur à l'arbalète n'était pas prêt de sortir de prison. Et pourtant, en 2016, coup de théâtre, la justice place en liberté conditionnelle Rémi Lecrenier, l'un des criminels les plus redoutables. Rémi Lecrenier a donc quitté la prison d'Andenne ce matin. Lecrenier avait été condamné à la perpétuité pour un quadruple meurtre commis à Bazoa en 97. Rémi Lecrenier est condamné à perpétuité pour 4 homicides, pour 2 viols. Il est remis en liberté conditionnelle après presque 20 ans passés en prison. Sa libération choque les proches des victimes. Ça a été prouvé au procès qu'il était manipulateur, que son intention de toute manière était de supprimer toute la famille. Moi j'ai peur pour mes enfants. 4 meurtres, 4 assassinats, bien programmés, plus de viols. Ça passera encore un peu à la trappe malgré tout, mais enfin c'est... Rémi Lecrenier a-t-il changé en prison? La question se pose au vu des crimes qu'il a commis. L'affaire a déchaîné les passions. L'effroyable tragédie vécue par un père de famille de Bazoa, près de lui. Toute sa famille a été décimée par la folie meurtrière d'un jeune homme de 29 ans qui a abattu son épouse et ses 3 filles âgées de 23, 21 et 19 ans. Ce qui est frappant, c'est que cette affaire a suscité un engouement médiatique énorme à l'époque des faits, mais aussi pendant sa détention et lors de sa libération conditionnelle. À l'époque, toute la Belgique cherche à comprendre comment ce beau gosse aux allures de surfeur californien a pu massacrer 4 membres d'une même famille. Retour sur une affaire criminelle inédite dans les annales qui a bouleversé la Belgique. Nous sommes à Bazoa, un village en province de Liège, situé le long de la Meuse, à quelques kilomètres de la ville de Huy. C'est dans cette maison qu'habite la famille Tellier. Le couple vit avec ses 3 filles. Philippe, le papa, a également une 4e fille née d'une précédente union qui habite dans un autre logement. Ce jour-là, Philippe Tellier est à Benidorm en Espagne. Son épouse et leurs 3 filles se préparent à le rejoindre. Sa femme Geneviève, et puis il y a leurs 3 filles. Il y a Vinciane qui est âgée de 23 ans, il y a Vanessa qui a 21 ans, et puis il y a Laurence qui a 19 ans. Son épouse et ses filles sont encore en Belgique à ce moment-là, et elles doivent prendre l'avion dans quelques jours pour se rendre à Benidorm. Dans le village de Bazoa, le calme règne autour de la maison des Tellier. Rien ne laisse imaginer qu'un drame terrible s'est joué à l'intérieur. Bazoa, c'est un petit village assez charmant. C'est un beau village où il y a non seulement la Meuse, mais on trouve aussi des zones boisées, des collines. C'est un lieu assez calme, avec un cadre de vie qui est plutôt paisible pour les habitants de la commune. Dans la maison de la famille Tellier, la sonnerie du téléphone retentit. Depuis l'Espagne, Philippe le papa contacte sa famille pour prendre des nouvelles. Et c'est une voix masculine qui décroche, celle de Rémi, le compagnon de l'une de ses filles. Il va tomber sur son beau-fils Rémi qui lui dit qu'il est tout seul à la maison, qu'il n'a pas de nouvelles du reste de sa famille. Rémi prend le temps de parler et rien dans le ton ne va laisser présager d'une situation qui serait alarmante. Dans les heures qui suivent, Philippe Tellier appelle à nouveau le domicile familial. Mais la ligne est sans cesse occupée. Le papa trouve cela étrange. Il ne comprend pas pourquoi sa femme Geneviève ne le contacte pas. Sans réponse, Philippe Tellier décide d'appeler son beau-frère et lui demande de se rendre chez lui pour vérifier que tout va bien à la maison. Son beau-frère se rend donc dans cette habitation des Tellier et à son arrivée, il rentre dans la maison. Dans le garage, l'homme découvre une scène d'horreur. Le corps inanimé de Geneviève gît au sol, recouvert d'un drap blanc. Il prévient évidemment les pompiers, il prévient les policiers. Et une fois sur place, les urgentistes se penchent sur Geneviève et ils constatent rapidement elle a une balle dans la nuque. Et c'est donc un meurtre. Les gendarmes arrivent immédiatement sur place. Ils pensent n'avoir affaire qu'à un seul corps. Ils se trompent.
En fouillant la maison, plusieurs cadavres sont découverts. Dans les chambres fermées à clé, la gendarmerie découvrira les cadavres des 3 filles. Comme leur mère, elles ont été tuées par une balle de 45 dans la nuque. Vinciane a le corps transpercé par un carreau d'arbalète. La police prévient Philippe Tellier en Espagne par téléphone et lui annonce une nouvelle terrible. Il vient d'apprendre il a perdu toute sa famille, son épouse et ses 3 filles. C'est horrible encore plus de l'apprendre par téléphone à distance. Vous imaginez, hein, 4 victimes de morts violentes qui sont retrouvées dans la même maison, et cela le même jour. C'est évidemment du jamais vu et dans une région qui est plutôt tranquille. Le climat qui va régner à la suite de cet événement est une inquiétude de savoir qu'il y a un ou plusieurs tueurs alentour de Wange, là où se sont produits les faits. 4 sourires brisés, une famille anéantie. La calme bourgade de Bazoa n'en revient pas. Hier, entre 12 et 13 heures, Geneviève Tellier et 3 de ses filles étaient abattues. Personne dans le voisinage ne s'est aperçu de rien. Absolument rien. J'ai resté la journée ici, les enfants jouaient dehors et on n'a rien remarqué, rien du tout. La scène de crime est gelée. Et les enquêteurs vont porter une attention toute particulière sur tout ce qu'ils peuvent y voir et constater, tout cela dans l'objectif d'essayer de comprendre, de déterminer ce qui s'est réellement, concrètement passé dans l'endroit. Les enquêteurs sont totalement pétrifiés face à la scène. Ils retrouvent Laurence, la cadette, qui est en partie dévêtue. Et les experts sont formels, elle a été violée. Elle a vécu un calvaire terrible, de même que ses autres sœurs, puisque un peu plus loin, on va retrouver aussi le corps de Vanessa, donc la sœur, qui elle a été tuée après avoir pris sa douche, donc elle a été alertée par les cris, elle s'est précipitée et elle a été abattue d'une balle dans le dos. Les gendarmes n'en reviennent pas. Jamais le village n'a connu des événements criminels de cette ampleur. Alors, qui a donc tué cette famille? Très vite, les enquêteurs découvrent que l'auteur a laissé des indices derrière lui, et semble-t-il, volontairement. Ce à quoi les enquêteurs sont confrontés, c'est 4 personnes mortes de mort violente. Il y a eu aussi 2 viols. Ils constatent aussi qu'il y a des tirs par balle dans la tête d'une victime. Et enfin, ils découvrent une flèche d'arbalète. C'est assez macabre, mais sur les plantes de pied de Vinciane, donc la compagne de Rémi Lecrenier, il y a un R écrit au feutre et « Tu m'as rendu fou ». Et alors, quand on fouille un petit peu dans le reste de la maison, les policiers découvrent aussi sur un grand écriteau en bas dans la cuisine « Votre fille aînée m'a rendu fou » avec de nouveau ce R inscrit. Pour les proches de la famille, ce R leur fait immédiatement penser à Rémi Lecrenier. C'est le fameux petit ami de Vinciane qui avait décroché le téléphone lorsque le papa avait passé un appel depuis l'Espagne. Dernier fait troublant, alors que les meurtres ont eu lieu avant 13 h, 2 personnes téléphonent à la maison en fin d'après-midi. À chaque fois, c'est l'ancien petit ami qui décroche. Les enquêteurs se mettent en chasse de Rémi Lecrenier, mais il est totalement introuvable. Il n'est pas chez sa mère, il n'est pas à son travail à ce moment-là. Et il aurait donc pris la fuite. Donc les policiers vont interviewer le beau-frère, ils vont passer un petit peu le voisinage au crible et demander un petit peu voilà, qui a vu qui en dernier, etc. Rémi Lecrenier a été vu avec Vinciane, c'est la dernière personne qu'il aurait vue vivante, c'était au manège. Il a été la rechercher avant de la ramener à la maison familiale. Et c'est au fur et à mesure, en cherchant un petit peu autour de la famille, etc. et du voisinage, que le suspect numéro 1, c'est Rémi Lecrenier. À l'origine du massacre, une rupture qui se passe mal. Rémi Lecrenier, le meurtrier présumé, habite avec la famille de Vinciane. Il y a quelques jours, elle lui demande de quitter les lieux. Hier, il devait régler les détails. Leurs amis ne comprennent pas. Ça lui faisait quelque chose, ça oui. Mais au point de faire un acte comme ça, non. Non.
Non, franchement, on en a parlé. Non, pas à ce point-là, quoi. Jamais. Moi, j'avais aussi qui se disputait ici avec sa copine. Jamais il aurait été pour lever la main dessus, jamais. Moi, je n'en reviens pas. Je l'ai encore vu le matin et c'est arrivé donc à midi. Et il est venu m'embrasser. Et il était content d'être en congé. Et il devait rentrer ce jour-là, hier, donc chez sa maman. Philippe Tellier, le père et mari des victimes, rentrent immédiatement en Belgique. Le village de Bazoa est sous le choc. Ici, presque tout le monde connaissait l'une des personnes tuées. Depuis 14 heures, les corps des 4 victimes du tueur de Bazoa reposent au funérarium de Wanze. Très vite, de nombreux amis et voisins ont tenu à montrer leur sympathie à la famille. Et surtout, à Philippe Tellier, un papa très seul aujourd'hui. Particulièrement marquée, la grand-mère des jeunes filles, elle n'a eu la force que de rester quelques minutes. Émotion toujours à quelques kilomètres de là, au délaisse de Hamay. Un peu partout des bandeaux noirs, Geneviève Rosebout, la maman de la famille assassinée, dirigeait le supermarché. Très gentille, je veux dire, elle était très correcte vis-à-vis de tout le monde et tout le monde l'aimait bien. Jamais eu de problème ici dans le magasin et voilà. Il n'est pas de mon monsieur, je ne saurais pas vous parler. Les funérailles se tiennent dans le village 4 jours après le drame. Tout le monde est venu soutenir Philippe Tellier et son unique fille encore en vie, née d'une précédente union. Le silence, l'impressionnant silence, plus parlant que des mots, pour exprimer la peine d'un père. Une peine partagée par toute une région. Comme pour le prouver s'il le fallait, tout le long du chemin entre le funérarium et l'église, des petits groupes sont sortis de chez eux pour saluer le cortège funèbre. Au moment de l'enterrement, Rémi Lecrenier n'est pas encore arrêté. Et la question était, est-ce que le meurtrier va revenir pour achever sa besogne et tuer Philippe Tellier? Parce que quand 4 personnes d'une famille sont tuées, on imagine que éventuellement Philippe Tellier pourrait être la 5e des victimes. Est-ce que Rémi Lecrenier serait revenu pour achever son travail? Je me souviens que à l'église, il y avait des policiers un peu partout. L'église est bondée, il y a bien sûr des curieux, mais énormément de proches de la famille, des proches de Philippe Tellier qui le soutiennent, qui ne se rendent pas compte de cette situation et qui sont abasourdis par tant d'horreur. Peut-être qu'on se retrouvera, peut-être bien, peut-être pas, mais sachez qu'ici-bas, avec papa, je suis là. Au moment où l'unique fille survivante de la famille lit son intention, dans l'église, l'émotion est à son comble. Nous autres aussi, on est sous le choc, tout le monde. On ne se rend pas compte, les gens ne se rendent pas compte de la gravité. Je trouve que c'est malheureux des choses pareilles. Ça ne devrait pas pouvoir se produire. L'émotion dans la région met un peu plus la pression sur les enquêteurs pour retrouver Lecrenier. Alors, qui est vraiment cet homme? La justice se plonge dans son passé pour mieux comprendre sa relation avec sa petite amie Vinciane. Rémi et Vinciane, ils forment un couple un peu intriguant. Vinciane, elle est toujours de bonne humeur, elle est pleine de vie, tandis que Rémi, qu'en fait il est un bon profil social, il montre plutôt des tendances possessives envers les femmes. Et cette possessivité crée souvent de grandes tensions entre eux et cela rend leur relation parfois très complexe. Il a un caractère un peu ombrageux, il veut être le chef, il est jaloux. Et il y a quand même cette histoire de revanche sociale qui s'en sera sans doute l'un des moteurs de sa rencontre avec les Tellier, mais aussi de la fin tragique qu'il fera vivre à cette famille. Les enquêteurs examinent en détail la personnalité de l'auteur de ce quadruple meurtre. Rémi Lecrenier avait des défauts, mais aussi des bons côtés. D'ailleurs, au sein de ses connaissances, personne ne le décrit comme un homme dangereux. On est toujours sans nouvelles de Rémi Lecrenier, un sportif accompli, ceinture noire de karaté, joueur de squash et redoutable joueur d'échecs. On sait aujourd'hui qu'il a minutieusement préparé cette effroyable tragédie. Il a tué ses 4 victimes, une par une, entre 10h et 18h. Il avait pris la précaution de prendre de l'argent auparavant. Moi, ça m'étonne énormément. Je suis fort sceptique que ce garçon a fait ça. Vous le connaissez depuis longtemps? Je le connais depuis qu'on habite ici. Je sais pas, j'en reviens pas. Ou alors c'est un coup, un monté, ou je sais pas. De sa part, non, je suis sceptique. C'est un garçon qui faisait les arts martiaux, c'est un garçon qui savait se contrôler, c'est un garçon qui
Non, c'est pas lui. Rémi est né le 20 décembre 1968 à Huy. Et il est issu d'un milieu qui est plutôt modeste. Et à 10 ans, il va vivre un terrible drame lui-même. Son père se noie dans le fleuve, dans la Meuse. Après le décès de son papa, son éducation est assurée par sa mère et son grand-père, qui va beaucoup le gâter. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément une scolarité facile, c'est pas un grand travailleur. Le jeune Rémi, il est plutôt beau gosse, il est blond, il a les allures d'un jeune surfeur californien. C'est quand même un coureur de jupons et il a plusieurs autres relations à droite à gauche. C'est quelqu'un qui joue plutôt sur son physique, on va dire. Il est grand, il est athlétique. Il s'adonne au karaté. Il va vite devenir d'ailleurs un expert à la ceinture noire. C'est d'ailleurs au karaté où il va rencontrer Vinciane. C'est vrai qu'il avait tout pour lui. C'était un beau garçon, il avait une belle moto, il avait une belle voiture, il avait tout ce qu'il voulait de chez lui. Et non. Pour ses voisins, le geste ne correspond pas au jeune homme équilibré qu'il rencontrait tous les jours. Ainsi, ses loisirs étaient avant tout sportifs, escalade et squash dans une salle de la région, moto, ski et puis surtout le karaté. Ceinture noire, il était devenu professeur et il avait donné régulièrement cours aux enfants le mercredi après-midi. Mais ce sport de combat ne faisait pas de lui un violent. Quelqu'un fort calme. Pour tout. Même au niveau des sorties, bagarres et tout ça, toujours pour éviter la bagarre. Fort calme. Malgré le fait qu'il ne soit ni un grand travailleur, ni un élève particulièrement brillant, il n'y a pas de traces de condamnation, d'infraction, de casier judiciaire. Donc personne ne peut entrevoir que ce garçon, somme toute banal, de la région hutoise, va se transformer en une sorte de serial killer. Son destin se joue à l'âge de 20 ans, lors d'une rencontre à son club de karaté, au Karaté Club de Warem. Alors ce jour-là, il fait la connaissance de Vinciane Tellier, c'est une très jolie adolescente, un sourire très charmeur, une allure très sportive. Elle monte à cheval, elle est bien dans sa peau et elle a tout pour lui plaire. Alors Vinciane Tellier, elle vit dans une famille, on pourrait dire la famille du bonheur, c'est clairement ça. A priori, pas de problème d'argent, des 3 sœurs très soudées, des parents heureux, des parents aimants. Donc voilà, a priori, elle vit dans un environnement hyper sain, rempli d'amour. Quelques années plus tôt, la famille Tellier s'est installée dans une maison cossue à Wanze. Philippe, Geneviève et leurs 3 filles, Vinciane, Vanessa et Laurence, mènent une vie tranquille en bord de Meuse. C'est une famille qui, en apparence, ne manque de rien. Le père, Philippe, a 56 ans, il a bien réussi dans les affaires. Et la mère, Geneviève, qui a 50 ans, mène aussi une très belle carrière. Elle est gérante d'un supermarché d'Élèze. Cette famille a certes des facilités par rapport à celle de Rémi, une réussite familiale qui peut créer des convoitises. Chez Rémi Lecrenier, il y a une dimension de revanche sociale qui est très très nette. Donc il semble presque autant attiré par Vinciane que par le train de vie familial. C'est une famille qui vit bien, qui ne manque de rien, qui a une certaine aisance. Et donc, il se dit que c'est un endroit idéal à la fois pour vivre et pour espérer peut-être un jour profiter de ses richesses. Bref, les enquêteurs perçoivent mieux ce qui, dans la personnalité de Rémi, aurait poussé l'homme vers l'irréparable. La frustration, la jalousie, la soif de revanche d'un homme modeste face à une famille comblée. Vinciane devient sa proie et il met tout en œuvre pour la séduire. Rémi Lecrenier met très vite son grappin sur Vinciane, il la drague, elle tombe sous le charme. C'est une fille a priori sans problème, assez sportive, très jolie. Elle a 14 ans et donc elle se laisse un petit peu, on va dire, séduire par ce jeune homme un peu plus âgé qu'elle. Vinciane n'a que 14 ans. Et Rémi, lui, il a déjà 20 ans, donc il est encore mineur, et lui, il est déjà majeur. Et la loi belge est pourtant très stricte, elle interdit toute relation sexuelle d'un majeur envers des mineurs de moins de 16 ans. Qu'à cela ne tienne, Rémi séduit l'adolescente, qui tombe même un peu sous son emprise, et insiste pour pouvoir rencontrer ses parents, afin d'officialiser leur relation. Les parents de Vinciane sont un peu plus réticents. Clairement, le courant ne passe pas entre Philippe Tellier, donc le papa, et son gendre. Il s'oppose même clairement à cette relation pour plusieurs choses. Il le trouve très désinvolte, il le trouve très charmeur. Il sent quelque chose, en tout cas, qui ne lui plaît pas. Il n'y a rien à faire. Rémi affirme que Vinciane, c'est du sérieux. Et l'adolescente clame son amour pour ce qu'elle considère comme vraiment l'homme de sa vie. À force d'insister,
les parents Tellier donnent leur onction à cette love story. Le papa trouve même du travail pour le jeune homme. Rémi peut alors s'installer sous le toit des Tellier et profiter ainsi du confort familial. Mais les relations vont très vite se dégrader. Ça se passe assez mal, très vite. Rémi Lecrenier montre tous ses défauts. Rémi veut affirmer son tempérament de petit chef, à qui tout le monde doit satisfaire le moindre désir. Il se brouille avec les deux sœurs de Vinciane et les parents le prennent en grippe. Rémi ne peut pas s'empêcher de tromper Vinciane, qui commence d'ailleurs à le soupçonner d'avoir une maîtresse attitrée. Et déjà à l'époque, Rémi était devenu papa, alors qu'il était déjà en couple avec Vinciane. Il devient extrêmement possessif, il devient jaloux, même paranoïaque envers Vinciane. Et Vinciane, clairement, passe par beaucoup de phases, des hauts, des bas, ils se séparent, ils se retrouvent. Et c'est vraiment une relation qui est très je t'aime moi non plus. Ce qui devait arriver arriva. Après presque 10 ans d'une relation horriblement compliquée, Vinciane rompt et Rémi doit quitter la maison Tellier. Il le vit très très mal. Il se rend subitement compte de l'erreur terrible qu'il vient de commettre. Parce qu'à la fois, il perd son amour, mais aussi tout le train de vie dont il profitait chez les Tellier. Rémi doit donc quitter le domicile familial. Le jeune homme comprend alors qu'il a été trop loin, mais il n'a pas dit son dernier mot et va tout entreprendre pour reconquérir le cœur de Vinciane. Le couple se reconstitue très vite. Et donc Rémi décide de s'installer chez les Tellier et très vite il retombe dans les mêmes travers, le côté petit coq, petit chef, la jalousie. Durant les vacances d'hiver à Voriaz en France, il l'oblige à descendre avec lui sur une piste noire au risque de sa vie. Vinciane n'ose pas le contredire car il lui fait de plus en plus peur et il tyrannise aussi ses sœurs, harcelant Laurence, la plus jeune. Menaces, harcèlement, les filles Tellier finissent par avoir très peur de Rémi. Mais elles n'osent pas se confier à leurs parents, car Rémi Lecrenier garde une arme dans la chambre partagée avec Vinciane. À côté, il y a 2 balles, et le jeune homme explique qu'il n'hésitera pas à utiliser la première sur Vinciane si elle choisit de le quitter. Et il lui montre une 2e balle avec le nom de Rémi en disant qu'il se suiciderait après. Et donc ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et donc Vinciane décide que trop c'est trop. Et elle décide une nouvelle fois pour une rupture. Au début de l'été 97, Vinciane, elle n'en peut plus. À 22 ans, elle vient de décrocher son diplôme d'infirmière. Et elle recherche une vie stable. Avec l'aide de ses parents, elle prend alors une décision. Elle veut rompre définitivement. D'autant qu'elle aurait rencontré un autre garçon bien plus affectueux et gentil que Rémi. Rémi l'apprend et il est furieux. Et c'est non seulement fini avec Vinciane, mais il doit aussi, et nous sommes dans la logique même des choses, il doit aussi quitter la maison des Tellier, maison dans laquelle il avait pris l'habitude de vivre. Et cette décision doit intervenir, ou ce départ doit intervenir au plus tard le 7 juillet 1997. Ce sont les parents de Vinciane qui ont vraiment déposé un ultimatum à leur beau-fils. Ils ne veulent plus qu'il s'approche de leur fille, de leur famille, et donc il est censé reprendre ses affaires et partir. Lecrenier est très orgueilleux. Et donc il se dit qu'on ne va pas l'humilier une 2e fois. Et c'est sans doute à partir de ce moment-là que va naître en lui ce stratagème qui va le conduire à l'engrenage infernal de la mort. Les enquêteurs en sont convaincus. Ils ont affaire à un personnage extrêmement inquiétant qui pourrait jeter son dévolu sur une autre famille. La pression sur la police est donc au maximum pour retrouver au plus vite le fugitif. Rémi Lecrenier va faire la une de toute la presse. Sa photo va être diffusée dans tous les kiosques à journaux. Il est impératif pour les enquêteurs de mettre la main sur ce personnage, et c'est une véritable chasse à l'homme qui va s'organiser à partir de ce moment-là. Madame, monsieur, bonsoir. Tout d'abord, cet appel très émouvant de la maman de Rémi Lecrenier, le présumé coupable des 4 meurtres de Bazoa. Le jeune homme de 29 ans est toujours introuvable. Sa maman n'arrive pas à croire qu'il ait pu commettre un tel acte criminel. Elle lui demande de l'appeler par respect pour sa famille.
Rémi, je t'en prie, donne de tes nouvelles. Pense à nous autres, à ta marraine surtout, pareil. Ton petit garçon, ton frère aussi qui est très affligé. Ne nous oublie pas, envoie-nous un petit message, je t'en prie. Rémi Lecrenier est totalement introuvable en Belgique. Alors les enquêteurs lancent un mandat d'arrêt international et en quelques jours, le 12 juillet, ils reçoivent un appel de la gendarmerie du Var dans le sud de la France. Rémi Lecrenier a été identifié et il a été arrêté. C'est à l'époque la dernière heure, les sports, qui avait eu la chance d'avoir ce scoop, qui avait fait grand bruit en Belgique, puisque pendant qu'on le cherchait un peu partout, Rémi Lecrenier se faisait des petits barbecues dans un camping du sud de la France. À quelques kilomètres de là, dans le sud de la France, la commune de Ramatuelle. C'est précisément dans le camping Les Tournelles que Rémi Lecrenier se retire après son méfait. Arrivé mardi dans le camping, il ne semble pas vraiment vouloir se cacher. Il s'est inscrit sous son propre nom et circule à bord de sa voiture, la Golf bleue avec laquelle il est recherché. Sa cavale va durer 5 jours. Samedi, il est reconnu par un couple de Belges en vacances. Ils alertent immédiatement les autorités. Il a été reconnu par des personnes qui étaient en possession d'un journal dans lequel il y avait la photo de Lecrenier. Et c'est alors, à ce moment-là, qu'il est repéré via Schengen et autres. Les gendarmes se sont rendus compte qu'il était signalé sous le coup d'un mandat d'arrêt international pour des faits graves et ont décidé de mettre en place, dans un premier temps, une surveillance de l'intéressé et de l'endroit. Il était livide, il était un peu égaré, il avait l'air de, je sais pas, d'avoir pris un bain de soleil. Wendy, elle, avait déjà remarqué ses allures de playboy. Il regardait chaque fille qui passait de tête à pied, jusqu'à quand il la voyait plus. Donc je trouvais directement qu'il était un peu l'air d'un playboy, mais bon, il y en a beaucoup qui font ça en vacances, donc on n'a pas fait attention. Il est placé en garde à vue, il apparaît abattu, suicidaire. Lors de son arrestation, il avoue sans aucun problème les faits, mais il tente d'amoindrir ses responsabilités dans le drame. Je suis désolée du mal que j'ai pu te faire, car crois-moi bien que je n'ai jamais voulu faire toutes ces choses horribles. Ce sont là les premiers mots de la lettre de Rémi Lecrenier. Détenu dans le sud de la France, Lecrenier s'adresse ainsi à Philippe Tellier, le mari et père de ses victimes. Dans cette lettre, il s'excuse longuement. Tout en évoquant la folie, il reconnaît la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Je crois, ajoute-t-il, que le lundi où j'ai fait toutes ces choses horribles, j'aurais mieux fait de me tirer une balle dans la tête. Je te laisse et je suis avec toi dans la douleur qui nous entoure, ose conclure Lecrenier. Donc il dit avoir été victime d'un coup de folie. Les enquêteurs ne pensent pas tout à fait la même chose. Au contraire, les enquêteurs sont convaincus qu'il s'agit de 2 viols et de 4 meurtres. Malgré cela, il n'est pas tout de suite extradé en Belgique. Les autorités devront attendre plusieurs mois pour obtenir son extradition. Après l'arrestation puis l'extradition de Rémi Lecrenier, l'investigation est pourtant loin d'être terminée. Les enquêteurs continuent de reconstituer le puzzle de la journée du 7 juillet. Ils cherchent à savoir si le meurtrier a agi par folie ou par préméditation très organisée. Rémi Lecrenier raconte que le 7 juillet, Philippe Tellier est parti en Espagne et c'est précisément le jour où Lecrenier doit impérativement quitter la maison familiale. Lecrenier se rend dans la matinée à la maison pour, dit-il, déménager ses dernières affaires. Geneviève et Vinciane sont partis travailler. Ne reste alors que les 2 sœurs. Il se sert un verre d'alcool et explique vouloir mettre fin à ses jours. Laurence le voit avec son arme, essaye de le désarmer. Un premier tir part et blesse Laurence. Laurence est blessée à la mâchoire. Il la pousse dans la chambre, la viole et tire une 2e fois. Ensuite, c'est l'enchaînement. Vanessa sort de sa douche, alertée par des cris, et se précipite dans la chambre de sa petite sœur. Elle aussi prend une balle. Lecrenier pose ensuite un drap sur les corps des 2 sœurs. Il sort de la pièce et enferme à clé les 2 victimes dans la chambre. Après ces 2 premiers méfaits, après ces 2 premiers meurtres, Rémi Lecrenier ne réagit pas comme tout le monde. Donc il va quitter le domicile
Et donc là, il y a aussi toute une série de choses étranges. Donc il va à la banque, il retire toutes ses économies. Puis il va chez sa mère, qui ne remarque rien de bizarre. Il croise un ami, et puis il va acheter une arbalète chez l'armurier. Il rentre ensuite à la maison des Tellier et attend Geneviève, la mère de famille. Elle rentre du travail pour la battre d'une balle dans la nuque et il va la traîner ensuite dans le garage. Et après ce massacre, Rémy Lecrenier part au centre équestre pour retrouver sa petite amie Vinciane. Vinciane était au manège d'Outreloux et attendait ses deux sœurs. Ne les voyant pas arriver, elle s'en est inquiétée via le gérant du manège et on a pu déterminer qu'un appel avait été donné au départ du manège au domicile de Vinciane et de sa famille et que c'est Rémy Lecrenier qui a répondu. Rémy Lecrenier a calmement répondu à Vinciane que les deux sœurs étaient parties faire des courses et qu'il viendrait donc lui-même la chercher. Une fois rentré, Rémy Lecrenier commet un viol sur sa petite amie. Le meurtrier raconte plutôt aux enquêteurs que c'est Vinciane qui aurait usé de ses charmes pour l'empêcher d'utiliser son arme qu'il tenait dans les mains. Puis Vinciane aurait tenté de s'emparer du revolver, mais Rémy aurait été plus rapide et dans la bagarre, le coup serait parti. Touchée par 2 balles, la jeune femme meurt sur le coup. Mais pour Rémy, ce n'est pas suffisant. Dans un dernier acte de violence, il plante une flèche d'arbalète dans son corps inerte. Puis, il saisit un feutre et inscrit sur ses pieds ces mots glaçants « Tu m'as rendu fou », signé R. Une signature que Lecrenier reproduit sur le tableau de la cuisine avec un message, cette fois adressé au père, Philippe Tellier. Un très long cortège de policiers et de magistrats, Lecrenier est revenu sur les traces de ses actes. 9 mois après sa terrible journée du 7 juillet, Rémy Lecrenier a débuté sa journée à la maison de la famille Tellier. Un large périmètre de sécurité, toutes les précautions ont été prises pour éviter un acte de vengeance. Cela a mis autour de la maison les forces de l'ordre bien sûr, les magistrats, mais aussi les témoins de la première heure, ceux qui ont fait la macabre découverte. Tous les éléments du drame ont été ramenés sur place. Et d'abord la voiture de Lecrenier, celle qu'il utilisera tout au long de son périple qui le mènera à Ramatuelle. 4 mannequins aussi pour 4 meurtres, l'arbalète et l'arme de poing. Pendant plus d'1 heure, Lecrenier a expliqué sa matinée au magistrat. Mais c'est l'ensemble de la journée du 7 juillet qui doit être tracé. Pour le procureur, il n'y a pas de doute. Rémy Lecrenier n'est pas fou. Il n'a pas eu un accès de folie. Il a agi de manière délibérée, avec une parfaite conscience de ce qu'il faisait. Et ce qu'il a fait, ce sont tout de même 2 viols et 4 assassinats. Il se base notamment sur des faits étrange, sur le fait qu'après avoir tué Laurence et Vanessa, il y a cette escapade, le retrait d'argent à la banque, l'achat d'une arbalète, de cibles, de flèches, le passage chez sa maman, le fait qu'il revienne, qu'il tue Geneviève, puis Vinciane. Donc tout ça va faire peser lourd le poids de la balance vers la préméditation et donc vers l'assassinat, les 4 assassinats en plus des 2 viols. On est frappé par le contraste entre les 2 positions, celle du procureur que je viens de rappeler et celle de Rémy Lecrenier qui, lui, présente les choses de manière très édulcorée, coup de folie qui l'a conduit aux actes qu'il a commis. C'est honteux, c'est honteux. Oh, c'est vraiment une crapule. Pourtant, il n'a pas l'air... Non, il n'en a pas l'air. L'air ne fait pas la chanson, hein. L'air ne fait pas la chanson, hein. Là, il est près de vous, à quelques mètres. Quel sentiment vous avez? Oh, de répugnance. Si je pouvais aller là, ben, ne tracassez pas. Je le boxerai. Les proches et amis des victimes veulent comprendre. Et ce sera tout l'enjeu du procès d'assises. Rémy Lecrenier sera-t-il condamné à la perpétuité si la justice estime qu'il est un criminel responsable de ses actes, ayant planifié ses crimes? Ou sera-t-il déclaré irresponsable de ses actes au moment du drame? Deux ans après le meurtre de Geneviève, Vinciane, Vanessa et Laurence Tellier, c'est un procès très attendu qui s'ouvre le 29 novembre 1999. Début du procès devant la cour d'assises de Liège de Rémy Lecrenier. Cet homme de 30 ans doit répondre d'un quadruple assassinat et de 2 viols.
La foule des grands jours est là, qui rassemble les proches des victimes, des curieux et des personnes solidaires de Philippe Tellier qui a perdu toute sa famille. Le banc de la presse à Liège, aux assises, est devant les parties civiles, donc on a une vue vraiment sur le banc des accusés. J'ai essayé de croiser son regard, je n'y suis jamais parvenue. On se demande ce qui passe dans la tête d'un type comme ça pour commettre ces actes, tuer 4 personnes, en violer 2 durant une après-midi, quoi. Rémy Lecrenier a perdu un peu de sa superbe cet après-midi. Rémy Lecrenier comparaît devant les assises de Liège pour le meurtre de son ami, de la mère de son ami et de ses 2 sœurs. Lors de son premier interrogatoire, il est apparu tendu, nerveux, mais à aucun moment il n'a manifesté le moindre regret. Donc il est toujours aussi athlétique, toujours aussi beau garçon, mais cheveux courts, costume croisé, il a tout d'un fils de bonne famille. Il est, pour le dire de cette manière, tiré à 4 épingles. Et la question qui se pose en le voyant à ce moment-là, c'est comment cet homme, apparemment bien à tous égards, a pu devenir le pire criminel que la Belgique ait connu. Nonchalant, presque désinvolte, c'est ainsi que Rémy Lecrenier était apparu ce matin devant la cour d'assises de Liège. Mais cet après-midi, lors de son interrogatoire, le jeune homme est tendu, agité. Sur un ton tantôt saccadé, tantôt autoritaire, il raconte sa version des choses. Seul moment d'humanité, il s'effondre au bout de la dernière question et se rassied sur le banc, le visage entre les mains, tandis que Philippe Tellier monte à la barre des témoins. Lecrenier avait pris ma place dans la famille, dira Philippe Tellier, mais plus jeune fille avait fini par le craindre. Vous qui aviez souhaité témoigner, pourquoi? Parce qu'il me semblait que je devais ça à mes filles. Et je vais voir comment ça se passe. Et j'attends beaucoup de justice. Alors la défense va jouer la carte de la folie par amour, le fait qu'il est retourné au domicile pour se suicider et surtout pas pour faire de mal à ces 4 femmes. Ils vont aussi plaider des disputes, des mots avec ces 4 victimes, alors qu'a priori il n'y a pas eu vraiment de dispute. La maman de Lecrenier, son grand-père, quelques amis et connaissances, tous ont parlé d'un jeune homme calme et non violent. Aujourd'hui, on a touché le cœur de l'affaire Lecrenier. Comment ce jeune homme apprécié de tous a-t-il pu se transformer en ce tueur impitoyable? Pour ses amis, il s'agit d'un coup de folie, une idée rejetée par les experts psychiatres. Pour eux, il s'agit plutôt d'une double personnalité, dont la façade a cédé, laissant place à une violence dont le jeune homme lui-même ne s'était sans doute pas cru capable. Mais ce que les jurés retiendront sans doute de la journée, c'est l'avertissement des psychiatres. Rémy Lecrenier reste potentiellement dangereux pour lui-même, mais surtout pour les autres. Il est certain que face aux éléments qui se trouvent dans le dossier, l'ancien président de cour d'assises que je suis est tout de même un peu surpris par le choix qui a été fait par Rémy Lecrenier de plaider l'accès de folie au moment où il a commis les faits. L'accusation va monter au créneau pour la thèse des 2 viols et des meurtres avec préméditation, donc des assassinats. Et donc il y a toute une série d'éléments qui vont dans ce sens. Il va faire tout un périple, il va se rendre chez sa mère, il va aussi se rendre chez l'armurier pour acheter une arbalète. Et il va revenir dans la maison familiale pour attendre la maman. Maman qu'il va aussi tuer. Et après avoir tué la maman, il va de nouveau quitter la maison familiale pour aller chercher Vinciane. Il va revenir avec Vinciane pour la tuer également. Ce sont donc 3 séquences qui se sont déroulées, 3 séquences sur lesquelles l'accusation se fonde pour soutenir la thèse qu'il y a bien eu préméditation dans le chef de Rémy Lecrenier. Regret oui, remords non. Lecrenier reviendrait volontiers en arrière, non pas par pitié pour ses victimes, mais pour s'éviter à lui-même l'inconfort qui est la conséquence de ses actes. Ce matin, les experts psychiatres ont ciselé le portrait mental de Rémy Lecrenier. Une personnalité totalement égocentrique, soucieuse de faire plier les autres à sa propre loi, sans pouvoir parvenir à placer des limites.
On a parlé d'homme idéal, peut-être effectivement jaloux, peut-être possessif, dominateur vis-à-vis des femmes, mais en dehors de ça, je crois que c'était surtout le copain idéal. J'en retiens ce que le collège d'experts a dit, à savoir que c'est une punition. À un moment donné, il s'est fait probablement lâcher par sa copine, Vinciane, et alors, psychologiquement, il a décidé qu'il devait punir tout son entourage, Vinciane et tout son entourage. C'est comme ça qu'il a commis l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Mais je répète que, selon le collège d'experts, il est tout à fait responsable et il n'y a pas d'atténuation de responsabilité. Au dernier jour, lors de son dernier mot, Rémy Lecrenier prend la parole avec une voix qui est à peine chargée d'émotion, exprimant quelques mots de regret pour les actes tragiques qu'il a commis. Bien que les mots semblent totalement dépourvus de profondeur, il laisse entrevoir un léger soupçon de remords. Cela étant dit, il le fait d'une telle manière que ni la cour ni le jury ne semblent être convaincus par ce qu'il dit. Et on l'imagine, lorsque la cour va se retirer ou le jury va se retirer pour délibérer sur la culpabilité, la tension dans la salle d'audience est au maximum. Quelle va être la décision par rapport aux deux thèses qui ont été défendues? Et au moment où retentit la sonnette qui annonce le retour de la cour, on voit cette tension qui continue à être très présente et le verdict tombe. Bonsoir, le verdict est tombé en fin d'après-midi aux assises de Liège. Dans l'affaire du quadruple meurtre de Bazoa, Rémy Lecrenier a été reconnu coupable sur toute la ligne. Coupable des 4 meurtres et également de 2 viols. L'avocat général a réclamé la prison à perpétuité. Oui. Deuxième question. Oui. Troisième question. Oui. 10 questions, 10 fois oui. Le verdict résonne dans la salle d'audience, plongée dans le silence. Rémy Lecrenier est coupable de 4 meurtres avec préméditation sur Vinciane, Vanessa, Laurence et Geneviève Tellier, ainsi que de 2 viols. Rémy Lecrenier ne bronche pas, impassible jusqu'au bout, absent, comme plongé dans des pensées que personne n'a réussi à percer en 7 jours de procès. Seul signe de tension, ses mâchoires serrées, ses lèvres qu'il mord presque jusqu'au sang. Condamne Lecrenier Rémy à la réclusion à perpétuité. Dans la salle, les applaudissements explosent. Philippe Tellier, le père de la famille décimée, s'effondre. En face de lui, Lecrenier, fidèle à lui-même, n'aura pas un mouvement. Quant aux spectateurs, très nombreux à suivre chaque audience de ce procès, ils approuvent la peine maximum, mais tous n'ont pas applaudi. Dans le groupe de la famille ou des proches, il n'y a pas eu d'applaudissements. Nous ne voulions pas ça. On voulait rester digne jusqu'au bout, absolument jusqu'au bout. C'est un groupe à l'arrière de la salle qui a applaudi parce que leur cœur réagissait tout simplement, voilà. Moi, je trouve que tout le monde a bien fait d'applaudir. Hein. Et il a ce qu'il mérite, bien sûr. Elles sont mortes, qu'ils soient condamnés ou pas. Elles sont mortes, c'est pas ça qui va rendre ses filles au père Tellier. La Belgique pensait en avoir fini avec l'affaire Lecrenier. Grave erreur. Le dossier rebondit 10 ans plus tard et enflamme à nouveau les passions sur la notion de condamnation à perpétuité. Rémy Lecrenier fut un très jeune criminel. La question est de savoir s'il doit passer toute une vie derrière les barreaux. La loi est ainsi faite que lorsque une personne a été condamnée, même pour des faits aussi graves, elle a la possibilité de demander des congés pénitentiaires. Mais la perpétuité en droit ne veut en réalité rien dire. Il n'y a pas de limite de temps dans lesquels un condamné doit être libéré ou peut être libéré. Ce que la loi prévoit, c'est qu'en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, le processus de libération conditionnelle ne pourra pas être envisagé avant que le condamné ait purgé en tout cas 10 ans effectivement. Le débat, évidemment, ressurgit en Belgique et il va être très intense. Il y a des pétitions, des controverses, des manifestations. Et le papa, Philippe Tellier, est totalement révolté et une fois de plus, il est complètement anéanti.
Commettre des actes comme ça demande quand même une punition. C'est quand même autre chose que d'aller voler une pomme ou je ne sais pas quoi. Il n'y a rien de plus grave que ça de supprimer la vie de 4 personnes, qui plus est. Ou alors moi j'ai envie de dire à tous les potentiels assassins, je ne sais pas, venez en Belgique, là vous allez être traités comme des rois, on vous tapera un peu sur les fesses et puis après vous pourrez revivre votre vie normalement. C'est inqualifiable. J'ai réalisé l'interview de Philippe Tellier à plusieurs reprises, notamment quand il a été question de libération conditionnelle de Rémy Lecrenier. Il nous avait dit à l'époque si Rémy Lecrenier sort de prison, je le tuerai de mes mains. Il a promis qu'il aurait toute ma famille. Je suis encore vivant. Pour moi, je ferais mieux d'être mort, vous savez, quelque part. Mais il me reste ma fille et 2 petits-enfants. Et je ne permettrai pas que si cette crapule est libérée, je ne permettrai pas qu'il puisse passer aux actes. Parce que de toute façon, lui-même, quand il sera, ça a été démontré au cours du procès, quand il sera en situation d'échec, supposons qu'il recommence sa vie, en situation d'échec, il réagira exactement de la même façon. Quelques années après cette interview, Philippe Tellier perd son combat contre le cancer. En 2013, Philippe Tellier meurt d'un cancer. Ce drame l'a totalement anéanti. Il s'est battu pour Lecrenier reste en prison. 2 ans après la mort de Philippe Tellier, l'assassin de sa famille obtient 4 permissions de sortie. Et en 2016, la presse rapporte qu'il va bénéficier d'une libération conditionnelle. Elles sont en fait 3. Sandra, son amie, était très proche de la famille Tellier, aujourd'hui décimée. L'annonce d'une éventuelle libération conditionnelle de celui que l'on a surnommé le meurtrier de Bazoa est pour elle un choc. Si un jour je me retrouve face à lui, oui, ça va me faire peur, ça va faire bizarre. Et j'appréhende pour la famille et pour les amis des victimes. Je ne sais pas ce qu'il pourra faire. Quelques affiches, de la détermination. Elles espèrent convaincre le citoyen et ainsi conscientiser le pouvoir politique. De savoir qu'il pourrait être relâché, vivre par ici et peut-être recommencer ce qu'il a fait, mais voilà, ça fait peur. Ça fait peur pour l'avenir et pour le présent. Même si l'incompréhension de la victime, elle est légitime, et je crois qu'il faut admettre cet état d'esprit, il est aussi important pour l'équilibre social qu'un individu puisse être considéré comme étant capable d'évoluer. Ce n'est pas parce qu'à un moment dans sa vie, on a commis, et parfois des faits effroyables, qu'il n'y a pas une évolution possible. L'émotion populaire suscitée par ce nouvel épisode de l'affaire Lecrenier n'aura pas d'impact sur la décision finale de la justice. L'auteur du quadruple meurtre de Bazoa est libéré en juillet 2016, 19 ans après le terrible drame. Rémy Lecrenier a donc quitté la prison d'Andenne ce matin. Le tribunal d'application des peines l'a placé en détention sous surveillance. En clair, il est tracé par un bracelet électronique et ses déplacements sont limités. Alors on est un peu sceptique et réservé parce qu'on sait qu'il présente une personnalité assez délicate, difficile. Rémy Lecrenier doit répondre à un appel quotidien, se présenter dans une maison de justice toutes les semaines et ne pas se rendre à Bruxelles ni à Vresse sur ce mois. Ne pas quitter le territoire belge, résider dans un lieu où il sera domicilié et y rester tout le temps de la détention sous surveillance électronique. L'affaire Rémy Lecrenier aura donc fait doublement la une des médias, à la suite d'une série de crimes qui a choqué le pays, puis après son procès, en suscitant beaucoup d'émotions sur la notion de condamnation à perpétuité. Celui que l'on surnommait le tueur à l'arbalète a aujourd'hui refait sa vie.